bonjour à toi. Alors, cette semaine, nous allons aborder le sujet de l'identité. Et finalement, comme pas mal de fois, je me fais prendre moi-même à mon propre piège. Et je me retrouve à avoir beaucoup de matière et un enregistrement très long. Donc, j'ai décidé, au moment du montage, de couper cet épisode en 2 parties. Donc, tu auras la première partie aujourd'hui. On va laisser décanter cette première couche. On va laisser sécher. Et puis la semaine prochaine, on pourra aborder le deuxième volet de cet épisode passionnant sur ce qui nous construit, ce qui nous forge et ce à quoi on s'identifie. Et donc qui constitue en tout cas ce que l'on pense notre identité. Je te laisse à ton écoute pour la partie de cette semaine. L'identité me semble assez important d'en parler maintenant parce que on s'identifie tous à une façon de faire, à des traits de caractère, à des façons d'agir par rapport aux autres. On s'identifie éventuellement à nos rôles, à notre profession, à énormément de choses et on se définit comme ça. Et il est toujours intéressant déjà de se poser la question de comment on se définit. Est-ce que tu te définis plus par ton métier, par ton statut parental, de mère, de père, par ton statut de fils de... C'est toujours intéressant déjà de se dire, tiens, si on me demande qui je suis, même si la question est de toute façon vertigineuse pour tout le monde, il est toujours intéressant quand même déjà de se dire par quel bout, personnellement, j'aborde la question. Et moi, si je voulais intervenir aujourd'hui et te mettre dans les oreilles un message que je trouve absolument primordial d'avoir, je vais parler de l'identité au sens, effectivement, comment on se définit nous-mêmes, par rapport donc à nous-mêmes, et pas uniquement par rapport à ce que les autres jugent de nous, ou nous disent, nous caractérisent. Et ça, on va parler plus de personnalité quand il s'agit de nos comportements, finalement, dans le monde. Mais donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement d'identité. Parce que on arrive dans le monde, nous, les petits bébés humains, et nous avons un certain nombre de besoins. Des besoins pour survivre, parce que nous arrivons à un stade très précoce de notre développement, je ne le dirai jamais assez, et nous avons besoin, pour survivre, d'avoir des gens, donc des gens qui vont prendre soin de nous. Ça peut être ce qu'on appelle nos figures d'attachement, ça peut être nos parents biologiques ou autres, évidemment, en fonction de notre situation. Mais en tout cas, nous avons besoin de cet environnement avec d'autres êtres humains qui vont nous donner de quoi survivre, en fait, sur tous les plans. Sur le plan physiologique, en nous donnant de la nourriture, mais aussi sur le plan physique, sur le plan émotionnel, etc. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas élever un enfant par écran interposé. On ne peut pas élever un enfant en le collant devant une tablette et en lui disant « apprends les comportements humains, apprends les émotions, apprends à te débrouiller dans le monde ». Un écran, c'est quelque chose de froid, de distant, et l'être humain apprend au contact. Donc en plongeant son regard dans le regard de celui qui prend soin de lui, l'enfant apprend en se frottant au comportement, en essayant. L'enfant apprend à marcher en se levant et en essayant de mettre un pied devant l'autre, pas en essayant de regarder un film où on lui apprend à marcher ou quoi que ce soit d'autre. Donc, nous arrivons sur cette terre et nous avons, on va dire, principalement 3 besoins. Ces besoins, c'est le besoin d'abord de sécurité. Donc, c'est ce besoin finalement, d'être dans un environnement prédictible. Pour notre système d'alerte, dont j'ai parlé la semaine dernière, l'épisode 14 sur le système nerveux, il explique que notre fonctionnement est en mode un peu binaire, on va dire, mais qui va dans un mode être se sentir en sécurité, ou dans un autre mode se sentir menacé. Donc déjà, ce besoin de sécurité est un besoin essentiel, et pour assurer finalement cette sécurité, physique et émotionnelle dans laquelle nous avons besoin d'évoluer, nous allons devoir être dans des environnements prédictibles. C'est-à-dire qu'il faut que nos figures d'attachement, les personnes qui s'occupent de nous,
fasse preuve d'une certaine stabilité. Il faut que notre entourage soit là, qu'il puisse nous border, nous tenir, nous envelopper, nous border physiquement et aussi psychiquement et émotionnellement évidemment. Donc, nous avons besoin de ces signaux de sécurité autour de nous pour nous apaiser. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, nous co-régulons, c'est-à-dire que nous apprenons déjà à se mettre en harmonie, en phase avec les systèmes nerveux des gens qui sont autour de nous. Donc, c'est de bonne guerre, même si l'enfant prend beaucoup de ressources à des parents. Finalement, il va faire autant de bien aux parents, au système nerveux aux parents, que les parents peuvent faire du bien au système nerveux de l'enfant. Donc ça, c'est notre besoin principal de sécurité. Nous avons un deuxième besoin qui est un besoin d'amour. Ce besoin d'amour, et je me permets ici, j'y reviendrai sans doute, mais en tout cas, je me permets ici de préciser, c'est pas le besoin d'être aimé, même si nous avons besoin d'être aimés. Mais j'insiste sur ce point, nous avons besoin de nous sentir aimés. C'est-à-dire que nous avons besoin de ressentir que nous sommes aimés. Parce que souvent, quand on va parler à quelqu'un, on va se dire « Non, mais moi, j'ai pas manqué d'amour, mes parents m'ont donné tout ce dont j'avais besoin, toutes les ressources alimentaires, un toit, des habits, voilà, ils m'ont mis dans une école, etc. » Et donc, c'est comme si j'ai pas manqué d'amour. Mais parfois, on peut avoir tout ça et pour autant ne pas avoir le sentiment d'être aimé. Donc, j'insiste bien sur pas le fait d'être aimé, mais sur le fait de sentir qu'on est aimé. Et le troisième besoin qui est indispensable pour un petit bébé qui arrive sur cette planète, c'est ce besoin de limite, ce besoin de cadre. On y reviendra aussi sans doute dans un prochain épisode. Alors, ce qui est important ici pour moi de souligner, c'est que ce besoin d'amour, en fait, que je pourrais élargir à un besoin de connexion, l'amour étant la plus belle preuve de connexion intense qu'il peut y avoir entre deux êtres humains, sans doute. Donc, c'est une conséquence, peut-être, l'amour, de ce besoin primordial de connexion. Pourquoi ce besoin indispensable, finalement, de connexion ? Parce que pour assurer cette sécurité dans laquelle nous avons besoin d'évoluer, eh bien, nous avons besoin d'être connectés aux autres. Comme ne l'a pas dit Maslow finalement dans sa pyramide. La pyramide de Maslow donne sous forme de pyramide les différents besoins qu'on peut avoir et l'erreur juste de la pyramide de Maslow, c'est de dire que il faut d'abord répondre aux besoins qui sont en bas de la pyramide pour pouvoir ensuite répondre aux besoins qui sont un peu plus haut dans la pyramide. Et donc il dit qu'en bas de la pyramide, il y a les besoins physiologiques fondamentaux d'alimentation, de repos, etc. Ensuite, on va avoir un besoin de sécurité. Ensuite, en troisième besoin, on va avoir un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance, etc., jusqu'à tout en haut de la pyramide, un besoin d'accomplissement, un besoin de sens. Alors, la seule erreur qu'a fait Maslow, c'était déjà du très bon travail dans les années 40 quand il a produit ces travaux-là, ça nous permet déjà de rattacher à l'idée de besoin. Donc, effectivement, nous avons des besoins, mais il n'y a pas de hiérarchie, en tout cas pas telle qu'elle a été annoncée ici, puisque ce qui, lui, il place comme un besoin d'appartenance qui serait comme un troisième besoin, enfin quelque chose qu'on peut faire dans une troisième strate, mais quand on arrive sur cette terre, pour assurer le niveau 1, donc le niveau de la base de la pyramide, donc de nos besoins physiologiques, notre besoin d'alimentation, notre besoin de repos, etc., il est conditionné par notre appartenance, en fait. Donc, c'est un peu ça qui se passe. On arrive avec un besoin d'amour et de connexion, que j'ai relié ici, crucial, primordial. Ce qui est important pour moi aujourd'hui de transmettre comme message et que tu arrives à réaliser, c'est que tes premières expériences de vie, quand tu arrives sur cette terre, comme je dis, nous sommes des êtres particulièrement pas encore finis, d'un point de vue maturation de certaines aires cérébrales. Et nos premières expériences de vie sont des expériences physiques, corporelles, émotionnelles. Avant d'être des expériences de pensée, avant d'être des expériences du cerveau cognitif dont je parle souvent, qui est la base
de nos raisonnements, de la logique, de la pensée. Nous avons notre cerveau un peu plus archaïque, un peu plus ancien, qui va gérer des émotions, etc. Et c'est cette partie-là de nous qui arrive dans le monde d'abord. Et nous allons avoir des expériences qui vont s'accumuler. Donc nous allons arriver sur cette terre, nous allons être bordés, nous allons être nourris. Et nous, on va commencer, à travers nos comportements, à travers notre manière d'être, nous allons commencer à évaluer finalement les conséquences de ce que nous faisons. Qu'est-ce qui est acceptable? Et nous allons apprendre finalement le code, le monde tel qu'il nous entoure. Par exemple, tu vas sentir un inconfort au niveau de ton estomac, tu vas sentir des tensions, etc. Tu vas te mettre à pleurer. Peut-être que c'est une sensation de faim que tu ressens. Et tu t'aperçois que quand tu pleures, ta maman entend les pleurs et te donne à manger. Donc ça te donne, tu engrammes dans ton comportement, tu engrammes l'information que quand tu te mets à pleurer, quand tu ressens ça, tu obtiens à manger. À l'inverse, tu adoptes des comportements, tu essayes des choses qui vont au contraire te faire ne pas avoir ce que tu veux, ne pas avoir la récompense que tu souhaites. Quand tu commences à être un petit peu plus grand, que tu tapes ton copain, que tu voles le gâteau de ton petit copain, on te récompense pas en te disant « Ah bah tiens, du coup, t'auras un cookie parce que t'as tapé un tel. » Non, donc tu te rends compte que quand tu as ce genre de comportement-là, ok, donc là, je n'ai pas ma récompense. Donc en fait, on va, en quelque sorte, adopter des comportements. On va tester des choses, parce que quand on est enfant, on est là pour tester des choses. On va voir l'écho et les conséquences que ça va avoir dans le monde. Et puis, soit on recommence, soit on va innover, parce qu'en général, quand on est jeune, on adopte différentes stratégies, on essaye de voir ce qui marche. Et on va véritablement encoder au niveau de nos connexions synaptiques, donc c'est vraiment au niveau de notre corps, donc vraiment au niveau de toute cette structure du système nerveux dont je parlais la semaine dernière. On va littéralement se façonner à travers nos comportements. Et en fait, on va cartographier le monde et voir quels sont nos comportements qui nous permettent de remplir nos besoins. Donc, une fois qu'on commence à se rendre compte qu'il y a un lien et qu'on apprend, en fait, au niveau de notre corps, on apprend au niveau somatique à évoluer dans le monde, à survivre dans le monde. Et on va véritablement être câblé pour rester en sécurité. Donc, on va avoir tendance à préserver nos connexions sociales pour répondre à nos besoins. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs que au niveau de nos gestes, de notre posture, de notre corps, de nos mouvements, de notre marche, de notre démarche, de la façon qu'on a de se mouvoir, de la façon qu'on a de bouger nos mains, tout cela est en fait comme moulé, façonné, construit au niveau donc de nos synapses, au niveau de notre système nerveux. Dès le plus jeune âge, on va développer en tout cas une façon d'être dans le monde, physiquement, dans notre corps, qui va se gérer complètement automatiquement, puisqu'on parle ici encore une fois du système nerveux autonome, et qui va être le reflet de notre perception du monde. Donc, notre système nerveux co-régule, c'est-à-dire qu'il se met en phase, en harmonie avec les systèmes nerveux qui sont autour de nous. Il est parfois primordial et vital, et nous allons avoir adopté des comportements, en tout cas d'un point de vue biologique, de survie, pour ne pas se faire rejeter, pour ne pas que le groupe ne nous valide pas, pour être accepté dans le groupe. Et là, je pense qu'il te suffit très facilement de réfléchir à certains moments de ta vie, quand tu as conditionné ta façon de faire au fameux regard de l'autre, dont on te dit parfois par ailleurs de t'en détacher. Et en tout cas, j'espère que cet épisode te permet de comprendre pourquoi c'est pas si facile de se détacher du regard de l'autre. Alors, après, on pourrait se demander quel autre. Alors évidemment, le regard de nos parents n'est sans doute pas le même que le regard d'une cousine éloignée, que le regard de notre meilleur pote, que le regard de tel ou tel prof, ou que le regard d'un sombre inconnu. Quoi qu'il arrive, il est important que tu aies à l'idée que ton système nerveux est une structure donc qui est en mouvement, qui a adopté un mode de survie qui lui permet, lui, d'être le plus efficace dans ce qu'il a à faire, c'est-à-dire survivre. Ce système nerveux, vu qu'il se cale, il se met en harmonie
avec le reste, il faut que tu te rendes compte que tu es comme façonné par plusieurs niveaux. C'est comme si tu étais un petit noyau au centre de différents cercles concentriques. Donc toi, l'individu, tu es au milieu d'une famille, d'un clan, on va dire. Voilà, donc le noyau le plus proche autour de toi. Tu vas être façonné par la communauté qui va t'accepter. Ça peut être une communauté aussi bien religieuse que ethnique. Tu vas être façonné par, à un niveau encore plus grand, dans tes cercles concentriques, la société. Et en fait, toutes ces façons que tu vas avoir de te positionner dans le monde et toutes, finalement, ces forces qui se sont exercées sur toi, ces valeurs de communauté, de société qui t'ont été inculquées, cette vision du monde, toutes ces attentes et toutes ces normes, finalement, sociales ou parfois même de genre qui vont s'exercer sur toi, vont avoir une influence sur ton corps et ta tête. Et finalement, ta tête, j'aimerais qu'elle puisse émerger aujourd'hui dans cet épisode comme un deuxième effet qui se coule. Finalement, comme une conséquence de tout ce que je viens de t'expliquer là sur cette véritable cartographie au niveau somatique, donc au niveau de ton corps, qui va influencer ton identité, donc ta façon d'être dans le monde. Donc, ces informations identitaires, en fait, vont être engrammées à ce niveau-là, au niveau de la dimension corporelle des choses. Et pour rester en sécurité, on va préserver finalement notre connexion sociale, notre connexion à l'autre, pour pouvoir répondre à nos besoins. Et ce regard de l'autre, au-delà même du regard de l'autre, c'est une approbation, en fait, une validation, une acceptation dont on a besoin pour pouvoir appartenir au groupe. Donc c'est même un peu plus que juste le regard de l'autre et de le regard qui a tant de poids et tant d'importance pour nous et dont on comprend aujourd'hui là, j'espère à travers en tout cas ces explications, on comprend en tout cas pourquoi c'est si important pour nous. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va même au-delà de juste le regard pour apposer un jugement. C'est vraiment un besoin de validation finalement de l'autre, en tout cas, et d'acceptation qui permettent à nous finalement d'être encore une fois dans le comportement le plus adapté par rapport à notre environnement. Donc, ce que j'aimerais que tu aies à l'esprit aujourd'hui, c'est que toutes ces informations identitaires qui sont engrammées au niveau de notre corps, donc, vont définir au niveau de notre corps, et bien finalement, la façon qu'on va avoir de se mouvoir, les gestes, la posture. Et j'avais envie de te donner, pour exemple, quand on regarde quelqu'un dans la manière qu'il peut avoir de se tenir debout, ou même de se maintenir sa posture, même quand il est assis, ça dit souvent des choses de la personne. Ça peut dire des choses de l'état de son système nerveux. Ça peut aussi dire des choses de sa manière d'avancer dans la vie. Il y a une citation connue qui dit que la façon que tu as de marcher à travers la pièce, c'est la façon que tu as d'avancer dans la vie. Et je t'invite à regarder autour de toi un ou deux êtres humains aujourd'hui ou voilà dans les jours à venir et juste regarder comment son corps a tendance à se positionner. Et cette façon finalement qu'on a d'être moulé dans notre corps, dans notre chair, à travers finalement cette façon qu'on a eu de vivre et d'évoluer, de survivre avec tous ces besoins qui étaient fondamentaux pour nous en tant qu'êtres humains et en fonction de ce qu'on a pu recevoir dans notre environnement, peuvent être complètement reflétés en fait sur notre corps. Et je pense que si je parle de quelqu'un de complètement voûté, de complètement avec le cœur un petit peu comme ça qui part vers l'arrière et les épaules qui viennent par devant, on peut imaginer une personne qui aura inhibé un certain nombre de ses désirs ou qui ne se sera peut-être pas écoutée sur son fort intérieur. Si tu viens d'une famille où on t'a répété qu'il fallait te faire petit, qu'il fallait être discret dans ton coin, il est possible que morphologiquement, ça se perçoive dans ton corps, dans la manière que tu as de positionner ton corps, que ce soit le reflet de cette petitesse ou discrétion dans laquelle on t'a demandé d'être.
Donc, ce que j'aimerais que tu aies à l'esprit aujourd'hui, c'est que tu es d'abord arrivé dans ce monde avant de pouvoir apposer un raisonnement, une logique, avant de pouvoir avoir des pensées, un récit et du sens à ce qui t'arrive. Tu as d'abord eu des données sensorielles, tu as d'abord eu une façon d'évoluer dans le monde qui était une façon purement presque animale, hein, si on peut dire, mais en tout cas qui était purement corporelle et qui évidemment synchronisait tes émotions, etc. pour que tout cela te fasse évoluer dans un système cohérent et qui te permet encore une fois de survivre. Mais c'est extrêmement important, en fait, finalement, que tu puisses voir l'aspect psychique et mental et tout ce que tu t'es construit dans les étiquettes que tu te dis. Et là, je te renvoie à l'épisode en plus sur l'ego, hein, donc le premier épisode. Cet ego, c'est celui qui va défendre cette identité. Donc, toutes ces choses que tu te dis de toi. Donc, il faut se rendre compte que la dimension psychique, la dimension mentale, la dimension cognitive de tout ça arrive dans un second temps, finalement. C'est comme si, éventuellement, nos schémas de comportement vont se transformer en des schémas de pensée, en des schémas de croyance. Donc, en conclusion de cette première partie sur notre identité et la construction de notre identité, une fois que c'est bien clair pour toi que nous arrivons sur cette terre avec des besoins qui ne peuvent être remplis et assouvis et comblés que si nous avons cette connexion qui est établie avec notre entourage. On va, par l'addition, le cumul et la multiplication de toutes nos situations de vie, nous allons nous constituer donc, finalement, une identité. Nous allons nous positionner, nous, dans le monde. Nous allons nous dire, voilà qui je suis dans ce monde. Et c'est pour ça que ces premières expériences de vie, en tout cas les premières années, même si c'est pas une expérience en particulier qui va être prédéterminante pour tout le reste, mais en tout cas, c'est pour ça que ces expériences précoces de vie qui se passent dans la petite enfance sont des étapes primordiales dans la constitution, en tout cas, de notre construction identitaire, de ce que nous, on se dit de nous. Parce que ça va être en résonance avec ce monde, justement, et avec cette capacité qu'a eu le monde qui nous entoure de répondre à nos besoins. Nos besoins d'amour, nos besoins de connexion, nos besoins d'appartenance, nos besoins de limites, nos besoins de sécurité.